Grand C, de la dualité à la synthèse. Petit 1, le temps de l'angoisse, de Chronos, de la dualité qui interdit l'être, l'angoisse, impuissance d'être du temps. L'autiste est la pathologie de la subjectivité, de même que la névrose est la pathologie de la famille bourgeoise, entre parenthèses le surplus, de même que la dépression nerveuse est la pathologie de la société du salariat généralisé, entre parenthèses chômage. L'autiste est une forteresse vide menacée par une armée invisible. Comment pourrait-il gagner la guerre? Tout secours n'introduirait-il pas l'ennemi dans la place? N'y serait-il pas déjà ce sinistre Chronos, frère jumeau de la mort? Toute finitude est mortelle. Le corps sujet est cette monade forteresse qui se renferme sur la certitude de sa mort. Son être est le temps, la mesure du temps, la permanence de la fin comme horizon du fer. Si nous avons proposé deux saisies eidétiques du temps et du corps sujet, la finitude et l'intentionnalité, c'est pour faire apparaître les indépendances du temps, mais aussi et surtout pour délivrer l'essence du temps, l'essence de l'existence, à savoir la contradiction constitutive du temps. Le temps en tant qu'être et l'être en tant que temps. La finitude n'est autre que la constitution de l'être par le temps et la constitution du temps par l'être. C'est le même acte. Le temps qui se fait et qui se défait, l'être qui se fait et qui se défait. Les théoriciens de la subjectivité, Heidegger, Husserl, Sartre, ne pouvaient que manquer leur cible, car opérant sur une subjectivité déjà constituée, déjà réfléchie, l'angoisse étant déjà acquise, alors que cette angoisse doit être saisie en ses préalables et constituée selon les rapports de l'être, du genre, de l'individu. Le mythe dit bien cette nature de l'angoisse. Chronos dévore ses propres enfants. Il a pénétré la place forte qu'est la monade originelle. L'angoisse est l'existence d'un temps qui se fait en se défaisant. Elle est l'existence de la contradiction. Les spécialistes cités n'ont pas été suffisamment logiciens et dialecticiens. Aussi, ces deux catégories se sont vengées en brillant par leur absence. Ces auteurs n'auront saisi de l'angoisse que son état d'âme, son pathos, l'affect. Aussi, le mode d'être est désigné. Aussi, si le mode d'être est désigné, tout le connaître est évacué. L'angoisse, comme catégorie gnoséologique, n'existe pas. Aussi, la relation de cette temporalité subjective et du monde extérieur, du temps social, est quasi impossible à déterminer. On n'a plus que deux substances qui se font face, une angoisse qui a la présence d'une réification et une substance sociale institutionnelle. Aucune relation logique et dialectique entre les deux. Aussi avons-nous défini l'angoisse comme mode d'être, mais aussi de connaître. La dimension gnoséologique de l'angoisse est cachée par son pathos. Il faut faire apparaître cette dimension pour constituer la subjectivité. Quelle logique et dialectique Chronos dévore? Le plus intime de l'existence est la trame cachée de la dialectique. Alors, toute une odyssée, celle de la subjectivité. Chronos est le temps de la guerre des temps. L'enjeu n'est autre que la création du temps. L'angoisse est alors l'expérience de la juxtaposition de ces temporalités et même expérience de la constante remise en question d'un temps par un autre. Cet antagonisme est tel qu'alors finitude et intentionnalité tendent à une destruction réciproque, l'impossibilité pour le temps d'être. Sans arrêt, le temps se fait et se défait, se construit et se déconstruit. Et c'est l'être de l'ontologie, de l'ontologie temporelle, l'être du temps. L'angoisse est le mode de connaissance et de reconnaissance de cette impossible temporalité.
Sartre a réduit cette détermination constituée par l'être, le genre, le sujet, au petit jeu de l'en-soi et du pour-soi, de l'idéalisme subjectif, processus de néantisation. L'angoisse est bien au-delà de cette réduction. Elle est l'affirmation par la contradiction. J'esquisse tout un cogito pré-réflexif sur lequel nous reviendrons dans la logique. Il s'éprouve selon la négation réciproque de la finitude par l'intentionnalité et de celle-ci par la finitude. Dès que la finitude apparaît, son contraire se manifeste. L'intentionnalité se situe alors comme refus de l'affirmation immédiate. Elle se fait en se défaisant. L'empêchement d'être est porté dans la finitude elle-même et s'est glissé dans la monade, dans l'hermétique même. Ce qui était exclu, chassé, réapparaît à l'intérieur du temps, de l'immobile identité, comme le refoulé surgit à la conscience. L'impression d'être, finitude, apparaît de par la nécessité de devenir. Mais à cette angoisse correspond l'angoisse de l'intentionnalité, qui vient de prendre le temps en charge. C'est qu'elle est devenir du devenir, temporalité qui court après elle-même, temps inachevé, entre parenthèses du prématuré, d'un corps divisé et séparé de lui-même, corps inaccompli, devenir d'une finalité qui ne se connaît pas encore. Elle est un sens, tirer la nécessité de devenir pour être, sans finalité. Écho du temps de l'être, celui du mouvement perpétuel. Elle se sait comme devant y aller, sans savoir où. Aussi, la monade, finitude, est-elle auto-engendrement qui ne peut devenir autoproducteur. Si la finitude est cause de soi, réciprocité parfaite de la corporéité et de sa durée, elle ne peut se faire opérationnelle, essence du corps-sujet, principe d'une autre causalité, car le devenir lui manque. D'une angoisse à l'autre, engendrement réciproque de la finitude et de l'intentionnalité. La subjectivité est la double impuissance du temps à être. Son être est un double manque. C'est ainsi, mais ainsi se constitue le temps de la Genèse, le commencement de l'existence. Cet engendrement réciproque et anéantissement réciproque. Chaque terme ne constitue pas la négation de l'autre. La subjectivité apparaît bien comme un être pour la mort. Mais ce n'est là qu'un moment dialectique que Heidegger a substantialisé, réifié, comme essence de la subjectivité. Cet être pour la mort est aussi naissance du sujet, engendrement réciproque. Le temps se défait pour faire le temps. Le temps de l'être se défait pour faire le temps du genre, et celui-ci se défait pour faire le temps subjectif. La subjectivité est l'angoisse d'une finitude qui n'existe qu'à condition de mourir. C'est l'essence même du temps. Ni mystère, ni miracle de la Genèse, mais jeu dialectique. De la négation naît l'affirmation. Si Chronos dévore ses propres enfants, c'est pour être le temps. C'est le principe de toute genèse de la naissance. Le spermatozoïde qui féconde l'ovule meurt à lui-même. Les autres meurent d'eux-mêmes. L'un n'est qu'une finitude, que le temps de créer une autre finitude. Si les autres sont la preuve qu'une finitude est aussi la mort. Et donc, si le grain ne meurt, voilà, donc citation. Bon, est-ce qu'on va plus loin ou... Tu viens de finir le petit 1 là, c'est ça? Ouais. On s'était arrêté là. On s'était arrêté là, c'est ce que j'ai lu à la fin.
s'arrête là. Voilà. Déjà, il y en a... Ouais, comme on n'avait pas pu discuter après dessus, donc là, je pense qu'on peut s'arrêter peut-être là, et puis déjà discuter dessus, puisqu'on n'avait pas fait la dernière fois. Voilà, là on voit qui montre le rôle gnoséologique de l'angoisse, et même plus que gnoséologique, puisque il dit que la subjectivité est la double impuissance du temps à être. Donc ce serait le fait d'avoir ce temps, à la fois le temps de la finitude et le temps de l'intentionnalité, qui génère une angoisse, et finalement ça serait, d'après ce qu'il semble dire, mais à voir, que la subjectivité serait le fait d'éprouver cette angoisse du temps, de la finitude, dû effectivement à la mort, quoi, finalement. Donc il dit à un moment donné, page 200, la subjectivité est l'angoisse d'une finitude qui n'existe qu'à condition de mourir. Okay. Mais il dit que Heidegger disait que la subjectivité c'était l'être pour la mort, mais qu'en disant ça et en se s'en tenant là, il réduisait le deuxième terme, à savoir donc qui est finalement un être pour la vie, puisque c'est aussi, d'après ce qu'il dit, donc la naissance du sujet. C'est ces angoisses qui font que le sujet s'éprouve. En fait, ouais, il a l'air de dire que c'est l'empêchement d'être, à travers l'angoisse due à l'empêchement d'être, à travers ces temporalités est à l'origine du sujet. Et Chronos, alors Chronos, la dernière fois on se demandait ce que c'était, je pense que c'est plutôt avoir... c'est l'angoisse, quoi, finalement, Chronos. C'est-à-dire celui qui vient dans la monade forteresse introduire l'angoisse, mais qui est une angoisse qui à la fois de par le fait d'être une angoisse par rapport au mourir, et également une angoisse qui permet au sujet de se constituer. Et il y a un jeu aussi dialectique entre l'angoisse qui vient de la finitude et l'angoisse de l'instant de l'intentionnalité, qui celle-ci il la voit chez le prématuré notamment dans le sens de l'incomplétude finalement du prématuré, donc corps divisé, séparé de lui-même, donc qui cherche à devenir entier, quoi, hein, et donc il va par le devenir, quoi, donc se mettre, et quand il dit voilà, une finalité qui ne se connaît pas encore, elle est un sens sans finalité, elle se sait comme devant y aller sans savoir où. Voilà, donc ça c'est l'intentionnalité qui va constituer la mise en branle, quoi, du prématuré. Ouais, et à la fin, donc, l'expression « si le grain ne meurt », dans ce contexte-là, ça doit vouloir signifier qu'effectivement la mort est nécessaire finalement à la vie sociale, au
à la constitution du sujet. Je pense que c'est ni miracle, ni genèse, ni mystère, mais jeu dialectique. Je trouve ça hyper sartrien comme passage. Voilà. Je trouve que c'est de l'existentialisme, enfin... Il n'y a pas grand chose de marxiste là-dedans, on l'a déjà dit, mais en tout cas je trouve ça très existentialiste. Quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il parle de cogito pré-réflexif à un moment donné. Ouais, voilà, mais... De toute façon, on peut prendre une part de Sartre et... Apparemment, il critique Sartre et puis les autres, puisqu'il dit les théoriciens de la subjectivité ne pouvaient que manquer leur cible, car opérant sur une subjectivité déjà constituée, déjà réifiée. C'est-à-dire qu'il faut intervenir l'angoisse finalement sur la subjectivité déjà constituée, tandis que lui, finalement, montre que l'angoisse est constitutive de la subjectivité. L'angoisse étant... Chez Sartre et Heidegger-Husserl, l'angoisse étant déjà acquise, alors que cette angoisse doit être saisie en ses préalables et constituée selon les rapports de l'être du genre de l'individu. Je ne connais pas bien le cogito pré-réflexif, mais donc apparemment il n'a pas l'air d'être sur les mêmes bases, quoi. Moi je suis d'accord, je pense que c'est une critique de la phénoménologie husserlienne et de ses évolutions, de ses versions plus ou moins antagoniques d'ailleurs, Heidegger-Sartre, mais de l'intérieur de la logique phénoménologiste. C'est-à-dire que on est dans une réduction eidétique et une interrogation sur ce que cette méthode de réduction eidétique nous permet de dire sur la construction du sujet et son rapport à l'être. Donc, il est sur un terrain qui est effectivement le terrain de la phénoménologie, enfin pour moi, je crois, pas du tout le terrain d'une réflexion matérialiste sur l'ontogénèse, qu'on trouvera plutôt chez Léontiev ou chez d'autres, mais pas là. Là, on est dans une sorte de, comment dire, c'est difficile à qualifier tout ça. Et alors, en même temps, il y a de l'intérieur de la phénoménologie, il affiche une volonté de dépassement des pensées cogito, qui quelque part sont encore des pensées de l'antéprédicatif. Mais ce dépassement s'opère sur le fond d'une dialectique entre l'angoisse et... enfin, pas entre l'angoisse, mais une dialectique entre l'être pour la vie et l'être pour la mort, qui est le seul et même être auquel l'angoisse révèle cette double dimension. Ça s'applique à quoi? Je veux dire, on est sur quelque chose d'assez... On est sur le sujet abstrait. Puis, ça a l'air d'être très synthétique et en fait ça saute plein d'étapes cette affaire, quoi, parce que cette révélation de l'angoisse et du statut à la fois d'être pour la vie et d'être pour la mort, qui est à la base de l'intentionnalité,
elle est préverbale, ça me semble être quelque chose d'extrêmement extrêmement spéculatif, quoi. Et à aucun moment n'intervient la relation à l'autre, à aucun moment. Après, ça va bien. Oui, mais après, mais là, moi je pense que une des raisons qui font qu'il n'y a pas de subjectivation qui se ressemble, de construction de subjectivité qui se ressemble, c'est que chaque rapport à l'autre est singulier, à l'autre, à l'environnement, hein, j'entends pas ça, et qu'il n'y a que des expériences singulières, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en tirer des généralités, mais ce qui veut dire que c'est pas si simple, on n'est pas face à un schéma qui serait le schéma, un schéma du type qui nous expose, qui est très, très général, qui est unique finalement. Quoi. Peut-être que l'expérience de l'angoisse, elle vient de rapport à l'extérieur. De ce point de vue-là, peut-être que Freud, d'une certaine façon, est plus matérialiste que lui, parce que Freud, il parle du traumatisme mental. Ah ben, il en parle aussi, pour le critiquer. Pour le critiquer, oui. Mais au moins, le traumatisme fondamental, c'est un événement, c'est un moment, un élément de praxis. Là, je trouve qu'on est vraiment dans un jeu de catégories, quoi. Lui, il dit pas que c'est un traumatisme, il dit que c'est moteur, quoi, finalement. L'angoisse... oui, mais c'est quoi cette angoisse? Du point de vue, d'après lui, hein, du point de vue de la connaissance, c'est par rapport... l'angoisse, il la détermine à deux niveaux, j'ai l'impression. L'angoisse de la finitude, c'est-à-dire le fait que, il en a parlé avant, la finitude finalement surgit dans l'évolutionnisme et au niveau du sujet. Et c'est le fait d'être mortel, quoi, tout simplement. Quoi. Et première angoisse, et la deuxième, et elles sont dans un rapport, d'après ce qu'il dit, j'ai l'impression, dialectique, à savoir l'angoisse qui relève, elle, plus loin de l'intentionnalité, qui est toujours d'être, pour le prématuré, à la recherche de la moitié qui manque. C'est ces deux angoisses-là qui font que... D'ailleurs, l'une chasse sans l'autre, parce qu'il le dit à un moment donné, je crois, puisque effectivement, quand il faut que tu ailles chercher ta pitance, tu t'occupes plus de savoir si tu es mortel ou pas. Quoi. Donc il y a aussi... il y a ça, il a l'air de dire que ces deux angoisses-là, le jeu dialectique de ces deux angoisses, est à maille à partir, si tu veux, avec la constitution du sujet. Que le fait d'éprouver ces deux angoisses est quelque chose qui est constitutif de la subjectivité. C'est comme ça que je le comprends. Il te dit la subjectivité est la double impuissance du temps à être, d'une angoisse à l'autre, engendrement réciproque de la finitude et de l'intentionnalité. La subjectivité est la double impuissance du temps à être, son être est un double manque. Mais moi je suis d'accord avec ce que dit Michel, c'est-à-dire que le problème c'est que là on est vraiment dans des jeux de catégories, quoi. C'est-à-dire que finalement là on avait déjà lu ça la semaine dernière, là je me réalise que j'avais noté plein de trucs dessus, donc on n'avait pas juste lu ça à la fin, quoi, mais j'ai l'impression que là on est en train de parler grosso modo de l'être et du temps, quoi. Et que finalement il y a une dialectique de l'un et de l'autre. Là on retrouve des choses qui sont propres à la phénoménologie, quoi. C'est-à-dire de dire que les sens n'épuisent pas l'être, que les déterminations n'épuisent pas l'être, qu'il y a quelque chose d'autre, que c'est plutôt le rapport
de l'être et de l'essence à travers l'existence qui donne sens, quoi. Et donc là, il y a quelque chose de... C'est pour ça que je dis que c'est existentialiste, c'est pas au sens forcément sartrien, mais je veux dire, là, on est en gros en train de parler finalement d'une épreuve, finalement d'incomplétude. Et là, c'est thématisé, quoi. Il parle de l'angoisse, alors il reprend les problématiques de Heidegger, mais qui ne sont pas spécifiquement de Heidegger, d'ailleurs c'était déjà précédent, enfin, je veux dire, Kierkegaard parle déjà de ça. Enfin, il est complète, quoi. Voilà, mais on a toujours l'impression que c'est toujours pareil, quoi. Le social, d'un point de vue matérialiste, est évacué. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité, ce serait une espèce de simultanéité, de similitude, mais qui serait jamais... qui communiquerait jamais, quoi. Il y aurait quelque chose qui serait donné de façon transcendantale, comme étant l'angoisse, comme étant des problèmes comme ça, qui tombent, mais il n'y a jamais moyen de lui trouver un fondement. C'est ce que tu dis, quand tu dis que finalement Freud est peut-être plus matérialiste que ça, c'est qu'au moins il le situe dans une existence sociale, alors qu'il est peut-être enclavé dans une conception de la société qui est celle de la bourgeoisie allemande, etc. Et surtout à un moment bien précis. Mais là, c'est que je trouve ça intéressant, quoi, mais pour moi, ça tourne en rond, quoi. Là, on n'a pas besoin d'être marxiste pour écrire ça, hein, là-dedans. On peut être un pur phénoménologue, là-dedans il n'y a rien du tout de marxiste, il n'y a aucun lien, justement, avec la façon dont l'existence sociale, en fait, va collinéariser les choses, quoi. C'est-à-dire, justement, faire que s'il y a angoisse, comment un sujet de l'histoire, par exemple, va naître du fait des usines, de ces choses-là, quoi. Et encore moins, du coup, de la possibilité de pouvoir se réemparer de ces tentations ontologiques pour aujourd'hui saisir, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'angoisse au travail quand tu es tout seul devant ton bureau, que tu sais que tu fais de la merde mais que c'est ce qui te paye, et que tu n'es plus dans une usine qu'il s'agirait de reprendre pour développer les moyens de production et puis arriver à la société d'abondance, quoi. On ne peut pas le reprendre, là. Là, c'est quelque chose vraiment... c'est quelque chose qui est inapplicable et dont on peut vraiment rien faire, quoi, là-dessus, quoi. Il est nettement en amont, là, de oui, mais justement, mais c'est précisément le problème, il est tellement en amont qu'il finit par être nulle part, quoi. C'est-à-dire que c'est plus situé nulle part. Après, il parle du temps social. Hein. Après, il en parlera du temps social. La fin du livre 8, c'est consacré au temps social, quoi. Donc il est... Mais... là, il donne les... Bon, de toute façon, c'est sa thématique, hein, de donner, effectivement, de reprendre tout par la seule logique, l'ensemble du parcours phénoménologique de l'humanité, quoi. Oui, mais c'est ça le problème, on en revient toujours au même débat, quoi. Tu ne peux pas reprendre par la logique l'intégralité du parcours de l'humanité, quoi. C'est ce que Hegel avait cherché à faire. Oui, mais Hegel, d'une part, Hegel c'est très bien, mais il n'y a pas tout à prendre dans Hegel, premièrement, en tout cas, moi je pense pas, surtout si on se dit marxiste, mais justement, Hegel, oui... J'ai quand même trouvé quelque chose, des pièces à verser au dossier, j'ai trouvé sur le rapport de Marx avec... Hegel. Avec la logique. Alors je les ai amenés là. Vas-y. Je vais me faire mon petit Wikipédia. mon petit Wikipédia, quoi. Alors je le dis, alors moi je conclus rien, hein. C'est des pièces à verser au dossier. Voilà. Lettre à Friedrich Engels, de Karl Marx, vers le 16 janvier 1858. Alors bon, après un petit laïus, il dit... 58. 1858. Oui, c'est ça, d'accord. Okay. Si jamais j'ai un jour de nouveau du temps pour ce genre de travaux, j'aurais grande envie de rendre en 2 ou 3 placards d'imprimerie, accessibles aux hommes de sens commun, le fond rationnel de la méthode de Hegel, que Hegel a découverte, mais en même temps mystifiée. 10 ans après, au 9 mai 1868, donc dans une lettre à Joseph Dixon, c'est celle-là. Il dit quand je me serai débarrassé de mon fardeau économique, j'écrirai une dialectique. Les lois correctes de la dialectique sont déjà contenues dans Hegel, sous une forme, il est vrai, mystique. Il s'agit de la dépouiller de cette forme. Bon. Tu peux dire que en tant que tu fais de la philosophie et que tu t'adresses à, par exemple, tu fais la critique de Hegel, tu te situes sur un plan
qui est celui qui a été posé par les classiques comme étant l'ontologie. C'est-à-dire que tu te situes sur leur terrain pour faire éclater les concepts. Mais ça ne veut pas dire que tu veux faire une ontologie, quoi. C'est comme quand tu dis quand Marx il fait la critique de l'économie politique, il prend les catégories de l'économie politique. Là, je suis en train de relire les manuscrits de 44. Il reprend, il te cite Adam Smith 100 fois dans le bouquin. Il te cite Adam Smith, il te cite Jean-Baptiste Say, il te cite Ricardo, il cite même des Français un peu exotiques, assez bizarres. Mais il reprend ce qu'il y a. Il te montre les contradictions, quoi. Justement d'un point de vue dialectique, à l'intérieur de la méthode de l'économie politique. Mais c'est pas pour autant qu'il veut faire une économie politique, quoi. Un thème donné, tu t'y intéresses, parce qu'il faut bien t'y intéresser, quoi. C'est comme quand il te dit, je sais pas moi, les philosophes ont voulu jusqu'à présent transformer le monde, enfin, ont interprété le monde, il serait temps de songer à le transformer. Il faut bien qu'ils s'intéressent aux philosophes, quoi. Tu vois, il faut bien qu'ils regardent à l'intérieur la logique interne de ce qu'ils disent. Et après, donc, tu vois, évidemment qu'ils s'intéressent à l'ontologie. Je veux dire, si tu fais de la philo, à un moment donné, t'es forcément obligé de t'intéresser à l'ontologie, quoi. Mais ça veut pas dire que tu vas faire une ontologie, quoi. D'accord, non, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais si tu veux, dans l'idée de voir, de reprocher, si tu veux, à Kluskar de ne pas que la dimension sociale ne soit pas assez présente à ce moment-là de son exposé, me semble un peu prématuré, si tu veux, parce qu'effectivement, on peut penser que dans la démarche même de Marx et de Hegel, il y avait aussi cette préoccupation à développer le réel, justement, selon cette logique, selon la logique, et que peut-être, alors moi je m'appuie sur les lettres qu'il a envoyées là, c'est une hypothèse. Hein. Et je peux t'expliquer, je peux donner des exemples des raisons pour lesquelles il pense qu'il faut expliquer la dialectique aux ouvriers. C'est parce que par exemple dans les manuscrits 44, là je suis tombé sur un truc typique dont tu peux expliquer, tu peux comprendre que si tu ne comprends pas un peu de dialectique hegelienne, tu vas avoir du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Je vais te le retrouver, en gros, c'est un passage où en fait, c'est dans le premier manuscrit, il parle de la rente foncière. Avant le truc sur travail aliéné et propriété privée. Et je vais te citer un passage, tu vas voir à quel point il prend les catégories de l'économie politique, et effectivement, tel qu'il les critique, il utilise la méthode hegelienne, dans le sens qu'il te montre qu'en fait, ce qui peut apparaître comme contradictoire, en fait pas contradictoire du tout, est cohérent dans le développement. Tu vois. Et voilà ce qu'il te dit. Par exemple, tu vas voir un peu le problème, pour voir pourquoi il faut apprendre la dialectique aux ouvriers s'ils veulent comprendre ce qu'il dit. J'essaie de te le retrouver, de ne pas tout lire le passage, et puis comme ça, on comprendra ce que je voulais dire. Alors, la division de la propriété nie le grand monopole de la propriété foncière. Elle l'abolit, mais seulement en le généralisant. Elle ne supprime pas le fondement du monopole, la propriété privée. Elle s'attaque à l'existence du monopole, mais non à son essence. Il en résulte qu'elle tombe sous le coup des lois de la propriété privée. La division de la propriété privée correspond en effet au mouvement de la concurrence dans le domaine de l'industrie. Outre les désavantages économiques de cette division des instruments et de cet isolement du travail de chacun, qu'il faut bien distinguer de la division du travail, car le travail n'est pas réparti entre beaucoup d'individus, mais le même travail est réalisé chacun pour soi, c'est une multiplication du même travail, ce morcellement, comme ailleurs la concurrence, se reconvertit nécessairement en accumulation. En fait, ce qu'il explique là, c'est que la concurrence et le monopole, c'est pas des choses qu'il faut opposer comme font les économistes vulgaires, c'est que c'est deux moments d'un même processus. Donc, là où se produit la propriété, là il est en train de t'expliquer pourquoi est-ce que la grande propriété foncière va se faire baiser par le capital, en gros. Donc, là où se produit la division de la propriété foncière, il ne reste rien d'autre à faire que de revenir au monopole sous une forme encore plus abjecte, ou de nier, voire d'abolir, la division même de la propriété. Mais cela ne signifie pas le retour à la propriété féodale, bien au contraire, l'abolition de la propriété privée du sol en général. La première abolition du monopole est toujours sa généralisation, l'extension de son existence. L'abolition du monopole, qui a atteint son existence la plus large et la plus vaste possible, est sa destruction complète. Tu vois bien que là, c'est compliqué, quoi. Le propos de Kluskar n'est pas celui-ci. Et effectivement, là, là, on parlait de Kluskar, on parlait de la raison pour laquelle il disait qu'il voulait expliquer la dialectique aux ouvriers. C'était pour comprendre ça. Parce que lui-même, il est passé par l'étude de l'économie politique et il voit qu'il y a des contradictions. Et donc, du coup, il essaie de te montrer que, bah oui, parfois, il y a du monopole,
parfois il y a de la concurrence, mais qu'en fait la concurrence est un monopole, et que le monopole, en fait, dans la mesure où il se base sur la propriété privée, c'est quand même de la concurrence, tu vois, enfin des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il explique qu'il faut passer par la dialectique. Parce que sinon, bah, tu prends les catégories de l'économie politique et puis tu comprends pourquoi tu te fais baiser, quoi. En gros, c'est ça qu'il essaie de faire. Oui, mais est-ce que tu es d'accord que le fait, si tu veux, que Kluskard n'est pas du tout dans cette problématique-là, à ce niveau-là de ce livre, il n'est pas du tout à ce niveau, si tu veux, d'aval où tu es. Et je suppose qu'il serait sans doute d'accord avec ce que tu dis. Le problème, si tu veux, c'est que... Est-ce que... Moi, c'est pour ça que je reviens quand même à cette histoire, même si ça crée des critiques, mais le fait que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'autonomisation, si tu veux, cette thèse 6, là, qui dit que... si, je crois, qui est donc le fait de dire que l'homme est l'ensemble de ses rapports sociaux, et de la thèse 2. Moi, je ne démords pas de ça, et mais j'ai effectivement cette impression, et je pense que c'est même que l'autre jour on a parlé d'ontologie capitaliste, quelqu'un a parlé d'ontologie capitaliste. Donc ça voudrait dire de carrément finalement déconnecter que cette ontologie se suffise en elle-même pour expliquer l'ensemble des rapports humains. C'est pas ça qu'il dit. Ah bah écoute, une ontologie capitaliste, c'est pas ce que c'est. Non, c'est pas ça qu'il dit. Non, alors, la dernière fois, on a parlé de ça. Oui, mais c'est pas ça que donc, alors, il y en a un qui a dit. On a parlé de ça. Mais globalement, si tu veux, et non pas Marx, moi c'est la différence que je fais, non pas Marx, mais les marxistes, sans doute, ont autonomisé ce fait capitaliste comme par rapport au fait, on va dire, pratique, quoi, hein. Donc il y a eu une autonomisation, ce qui fait que, eh bien, on est complètement déconnecté, et c'est, je pense, l'apport de Kluskard de vouloir reconnecter Hegel à Marx, et finalement, en n'étant pas contre Marx, mais en disant que, effectivement, Marx l'aurait fait s'il avait eu le temps, et qu'il a préféré, effectivement, paraît sans doute plus pressé, et faire, donc, notamment pour le mouvement ouvrier et les conditions tout à fait délirantes des ouvriers au XIXe siècle, se consacrer à ça. Moi, je pense que c'est pas Marx, mais c'est certainement les marxistes, des marxistes qui, effectivement, me semble, pris en défaut là-dessus, parce qu'ils autonomisent la partie capitaliste par rapport à l'ensemble de l'ontologie de l'être social, quoi. Ça me paraît être une des causes de notre incompréhension mutuelle. Non mais là, tu es en train de dire deux choses différentes. Là, en fait, ce que... Toi, en fait, tu veux une ontologie, quoi. Je lis un bouquin, voilà, donc je lis un bouquin... Oui, non mais attends, tu veux l'ontologie. Donc du coup, effectivement, tu actes, là c'est ce que tu viens de dire, ou alors j'ai pas compris ce que tu as dit, qu'il y a des marxistes qui ont réduit l'ontologie à l'ontologie du capitalisme. Oui. C'est ça, ok. Staline, par exemple. Ah non. Staline, par exemple. Non, Staline, quand il te dit, par exemple, il faut faire du travail, il faut faire de l'humain, il faut rendre sa reconnaissance et sa lettre de noblesse au capital humain, qui est ce qui produit les richesses. Bah là, il repousse à l'infini l'idée qu'il y a du capital, parce que s'il y a du capital humain, c'est comment le capitalisme? Parce que le capital humain, par rapport au capital fixe... L'homme, ce capital le plus précieux. Voilà, l'homme, ce capital le plus précieux. Bon, ça c'est l'exemple de ce que c'est qu'une vérification de l'ontologie... Non, je te parle comme d'autres... Je te parle pas de Staline, parce qu'effectivement, on ramène souvent les choses là-dessus, mais le truc... par exemple, moi j'ai lu Lucien Sèvres il y a peu, quoi. Oui. Et j'ai sans doute pas tout lu, j'ai sans doute pas compris, mais j'ai l'impression que effectivement c'est dans le peu que j'ai lu de son marxisme et théorie de la personnalité, hein, donc notamment il fait un usage tout à fait
très régulier de cette thèse 6, si tu veux, sans jamais donc revenir à quelque chose de plus fondamental, qui est, et plus ontologique, donc, qui est cette thèse... Donc tu lui fais ce reproche, c'est ça que tu veux dire? Moi, c'est ce que je pense, mais, et je pense aussi que Kluskar est effectivement quelque part un chaînon manquant entre Hegel et Marx, parce qu'il fait ce que Marx avait prévu de faire, mais n'a pas eu le temps de faire. Mais comment tu peux juger qu'il avait eu le temps de faire alors qu'il Je sais pas, j'ai deux lettres là. Bon. Sur cette partie-là, Marie-Josée. mais c'est une partie essentielle hein, du bouquin. D'abord, quand même une observation un peu générale sur le livre que j'ai reparcouru avec vous, que j'avais lu. Je trouve que la partie du livre sur la phylogénèse est très hegelienne. La partie sur l'ontogénèse est très existentialiste, je dirais. Et c'est intéressant parce que Hegel et les existentialistes ont un mot commun, un concept commun qui est celui de phénoménologie, avec des sens très différents chez les uns et chez les autres. Et là, on retrouve les deux convoqués méthodologiquement, et je pense que cette partie-là est plus idéaliste que la première partie sur la phylogénèse, qui se situe sur un terrain qui est celui de presque des sciences de l'homme au sens zoologique du terme, au sens pré-social du terme. Là, on est dans les réalités de la constitution du sujet, de la subjectivité, pas de sujet, mais de la subjectivité, dans les premiers moments de la vie du prématuré, du nourrisson. Bon. Et je pense que sur ce point-là, Kluskar se fait piéger il tombe dans le piège de la réduction idétique, et notamment dans le piège tel que Heidegger l'a développé. C'est quoi la réduction idétique? C'est une méthode qui consiste à dire, voilà, l'homme, le Dasein, est à la fois un être ontique, c'est-à-dire dans le monde, et en même temps, il a l'intuition de l'être, et il est en attente de l'être. Bon. Tout à fait. Donc, si je vire tout ce qu'il y a d'ontique dans le Dasein, je vais arriver à une vérité qui sera la vérité de la métaphysique. Et s'il n'y a pas de vérité, ce sera la vérité de l'échec de la métaphysique. Bah, c'est le nihilisme. C'est le nihilisme. C'est le nihilisme. Ça a été guerre aussi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Sauf que tout ça repose sur quoi? Sur le principe que l'homme est bien, que le Dasein, supposons qu'on conserve ce terme, est bien, quelque part, fondamentalement en attente de l'être. Alors, si on démontre que le nourrisson est en attente de l'être, alors il a raison. Mais en aucun cas là-dedans, je ne trouve la moindre expérience, la moindre connaissance sur l'évolution du nourrisson, l'évolution du prématuré, ce qu'on peut en savoir aujourd'hui, qui ne sera peut-être pas ce qu'on en saura demain, mais je ne trouve rien de ça. Je trouve des catégories qui ont l'intelligence de pointer, je pense, les limites notamment de la pensée heideggerienne, et par voie de conséquence des tendances nihilistes et dépressives que provoque la pensée heideggerienne dans beaucoup de cervelles, mais on est sur un jeu catégoriel.
comment s'opère réellement l'expérience du temps, par exemple, chez le nourrisson. Alors moi, je ne suis pas, encore une fois, je suis un spécialiste de rien, donc encore moins de ça que d'autre chose, encore que j'ai eu 3 gosses, 3 gosses, oui, mais bon, puis j'ai encore un petit-fils, je le regarde en philosophe de temps en temps, enfin en apprenti philosophe, et je vois quand même des choses, mais surtout, ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas parler de ces questions sans immédiatement poser la question du rapport au milieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est dans la dialectique du rapport au milieu, et singulièrement à ce qui est structurant dans son milieu, c'est-à-dire déjà le contact avec les parents, à commencer par le père, la mère, fondamentale. C'est là que s'opère concrètement une trajectoire, qui est une trajectoire qui fait émerger la subjectivité. C'est pas dans la découverte de l'angoisse. Enfin, voilà, je crois pas, voilà. Donc, moi je dis, tout cela n'existe pas. Tout cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est comment dire, la reconstitution toujours singulière de la trajectoire de l'émergence de l'humain dans l'homme via le développement intra-utérin d'abord, extra-utérin ensuite, et c'est toujours singulier, Il n'y a pas de... Alors bien sûr, il y a des règles sociales à tout ça. La famille chez les Bororo n'est pas structurée de la même façon que la famille chez les Bouillots. Bon, ça, on est à peu près d'accord. Mais je veux dire, ce sont des règles, mais ça n'évitera jamais la singularité de chaque trajectoire. Bon. Je le dis encore, cette singularité ne veut pas dire qu'on ne peut pas en tirer des généralités, absolument pas, c'est pas la question, mais je crois que justement dans ces généralités qui sont à tirer, il y a des éléments concrets, objectifs, réels. Il y a le réel. Parce que peut-être que tout simplement ce qui amène le nourrisson à structurer sa subjectivité, c'est la découverte du réel, c'est-à-dire la découverte de ce qui fait, de ce qui résiste. De ce qui résiste quand on émerge dans le monde, il y a plein de choses qui résistent. On a faim, on a soif, on a des gens qui vous tapent ou des gens qui vous embrassent, on a le lit qui est dur, qui est mou, il y en a le papa qui écoute de la musique ou celui qui engueule sa femme, enfin bref, il y a tout ça, c'est le réel ça. Et c'est réel, alors par contre lui, évidemment, il va provoquer une angoisse, mais il va aussi provoquer du plaisir, de la satisfaction, etc. Mais pas sous l'angle du rapport au temps, à mon avis, dans un premier temps, sous l'angle d'une espèce d'ici et de maintenant, pour reprendre un concept hegelien, de l'ici et de maintenant, du sujet immergé dans le monde. Voilà. Le rapport au temps, ça se construit, lisez les travaux, alors bon, je sais qu'on ne les lit plus, mais les textes de Piaget sur la constitution du concept de temps chez l'enfant, ils sont très intéressants, hein, expérimentaux, etc. On essaie de comprendre où il en est, qu'est-ce qu'il a compris de la durée, de la finitude, la mort. La mort ne veut rien dire pour un enfant avant 5 ans. Pas grand-chose, en tout cas. Hein. Si, sans doute pour ceux qui ont moins de 5 ans, quand il y en a eu dans la famille. Quand il y a le temps qui a balancé les bombes. Bon, ça veut dire quelque chose. Enfin, en tout cas, ça ne signifie pas quelque chose, mais ça signifie un vécu. Mais sinon, pour les autres... donc, moi, je trouve que cette façon-là, là, je le dis clairement, cette façon de faire de la philosophie me semble datée, extra-matérialiste, mais après, moi vous savez, je ne suis pas un religieux du matérialisme ou du marxisme, je suis marxiste, je suis devenu, en tout cas modestement, hein, pour ce que j'en ai compris, je ne prétends pas avoir tout compris non plus, matérialiste, c'est à la fois quelque chose chez moi de l'ordre du défi prométhéen. Dans la famille, on aimait bien les défis prométhéens, donc le mien, c'est en particulier ça, pas uniquement.
Mais c'est aussi de l'ordre d'une trajectoire personnelle qui fait que moi, la transcendance, je ne sais pas ce que c'est, je n'en ai jamais eu besoin, je n'ai jamais rencontré, mais ça ne m'empêche pas si d'autres en font leur credo, c'est possible. Je ne sais pas, mais voilà. Mais là, franchement, je me trouve sur un terrain qui est, pour moi, un terrain extra-marxiste, extra-matérialiste. Mais voilà. Tu parlais du... Et après, comment il va réintroduire l'être social? Tu parlais tout à l'heure du... L'expérience du langage. L'expérience du langage, c'est le premier jour qu'elle se fait. C'est même avant de naître. Il y a des sons, il y a des modes de... Moi, je veux dire, une chose que j'ai vécue et qui m'a profondément, marqué. Mon dernier petit-fils, il est né le 14 septembre 2017, donc il n'est pas vieux. Et sa maman a été avec lui pendant quelques jours, tout le temps, bien sûr. Et puis, à un moment, il y a eu la sortie de la maternité. Et le gamin, alors sa mère a été emmenée par une infirmière pour une espèce de cours qu'on donne aux dames qui sortent de la maternité. On leur apprend un certain nombre de choses pour s'occuper des enfants. Et donc, j'étais resté avec le petit dans la chambre pour le surveiller. Dès qu'elle est sortie, il a pleuré. Mais pas le pleur de faim, mais c'était véritablement le sentiment d'une... Pour moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, le sentiment d'un abandon. Alors, je ne savais pas quoi faire, vous vous rendez compte, le fardeau, et je lui ai posé la main sur le dos. Et tout d'un coup, il a arrêté. Immédiatement. Là, il y a alors vous allez dire, il y a une expérience de l'angoisse, de l'abandon, etc. Mais il se passe quelque chose au niveau d'une relation entre deux individus qui est absolument fondatrice. Fondatrice pour moi, ça. Ça, c'est fondateur, ça. Et tout ça, c'est absent. C'est réduit à des catégories décharnées. Une angoisse du temps, de l'être pour la mort. Ce bébé n'est pas un être pour la mort, je n'avais pas un être pour la mort, ni un être pour la vie non plus, dans les mains. J'avais un être en questionnement sur l'endroit où il était arrivé, en plus en questionnement sans question, puisqu'il n'y a pas de langage, et en attente de quelque chose. En attente de quelque chose. Voilà. Ça, cette relation-là, ce que j'appelle la relation à l'autre, et je ne mets pas de grand A, hein, c'est l'autre... l'extériorité, cette relation-là, elle est absente, alors que pour moi, elle est déjà du registre de la praxis. Elle n'est pas de la praxis au sens de l'être productif, mais de la praxis au sens de l'embryon d'activité d'un être plongé dans le grand bain de la vie, quoi. Mais je crois que là, tu parlais de la première partie et que tu opposais à la seconde. Mais j'ai l'impression que le temps... Oublie ça, parce qu'il y aura un petit texte à écrire sur les deux, enfin pas les deux conceptions, mais l'approche kluskarienne de la phénoménologie. Voilà, alors je viens. La phénoménologie chez Kluskar, c'est pas la phénoménologie chez Hegel et chez Husserl. Là, j'ai l'impression que l'homme dont tu parles, finalement, d'après, puisque moi je suis la grille de lecture de Kluskar, hein, elle relèverait plutôt de l'homme, de la phénoménologie, justement, c'est-à-dire l'homme qu'il appelle l'homme naturel, hein, et que là, il est en train de parler plutôt de l'homme, de la logique, on va dire, qui est l'homme originel. Et je crois que ce qu'on a tendance peut-être à faire... Il parle de l'homme originel ? J'ai l'impression qu'on est au niveau de la logique. Quand tu en es à déterminer la naissance de la subjectivité à travers l'angoisse et de finitude, on est très loin, on est très en amont, hein, du truc.
on n'est pas du tout en aval. Donc, ce qu'on attend, peut-être, je ne sais pas si c'est une supposition à faire, c'est de ramener des catégories qui sont des catégories de la phénoménologie clouscardienne pour juger de ce qu'il développe là ou ce qu'il développe à propos de l'homme originel et quelque part peut-être de court-circuiter un peu cette étape de l'homme originel qui, elle, se construit sans les catégories qui lui sont extérieures par définition, puisqu'elles ne sont pas constituées. Donc, au contraire, moi je trouve que le côté un peu qui pourrait être de réintroduire des résidus transcendantaux, ça serait effectivement au contraire de ce qui me semble faire de manière systémique là, réintroduire des catégories qui relèvent de la phénoménologie, une praxis déjà finalisée, pour rendre compte de cette partie-là. C'est-à-dire que lui c'est pour ça qu'il est hegelien, c'est que par une forme d'automouvement, il essaye de restituer la logique du développement réel. Voilà. Donc, alors il est pas... Ouais. Je pense. Tu vois ce que je veux dire ? Je te suis là-dessus. Voilà. Donc, mais on se là, pose pas la même question. Là, toi, tu poses la question que dit Kluskar. Oui. Moi, je te dis que vaut ce que dit Kluskar. C'est pas la même chose. Que vaut ce que dit Kluskar. Oui, alors. Tu vois, moi, je suis. Qu'est-ce que je fais de ça ? Voilà. Alors, le truc, c'est qu'est-ce que font les autres ? Alors, les trucs, effectivement, lui reproche aux autres, il le dit assez souvent, de venir avec leur propre... Il le dit, je crois d'ailleurs, des catégories qui sont extérieures et pseudo-transcendantales de ce fait-là. C'est quoi les autres ? Les positivistes, les comment... Ah non, mais justement, il ne s'agit pas de donner crédit au positivisme dans cette approche. C'est pas ça la question. Moi, je te dis pas qu'il s'agit de reconstruire une théorie antéprédicative plus juste que les autres. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Justement, pas du tout. Je crois au contraire qu'il faut essayer de tirer le fil de la production historique de la subjectivité, y compris dans ses phases proto-historique, si tu veux. Oui, c'est ça, c'est qu'il est dans le proto-historique, il n'est pas dans l'historique. Il est dans le proto. Oui, mais le proto... Il n'y a pas le néolithique, hein, pas de lutte des classes, par exemple. Il n'y a pas de lutte des classes, ça dépend. Hein. Quand un bébé naît, il naît dans une famille, ou des fois sans famille, avec d'emblée une position de classe. Et je pense que, d'une manière... qui mériterait d'être étudiée, la structure de la société se donne très vite à lui. Et d'une certaine façon, l'intime très vite à se positionner. Absolument. Et il en parle d'ailleurs. Ça va très vite. Ça va très vite. Ah, oui. Ça va même. Mais là, il est dans je pense, avant la naissance. Avant la naissance. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il est... Cela dit, mais je sais que... Il est nettement en aval, en amont de tout ça. Voilà. Je pense qu'il est dans un truc... Effectivement, il va avoir à parler de l'autre après, mais là, il est dans des structures... On est d'accord, mais à quoi ça sert ? Non, je peux dire... À quoi ça sert d'être là ? Ah bah écoute, non, la jeunesse... Pourquoi sommes-nous là ? Non, bah écoute, il est toujours intéressant d'avoir une approche génétique, quand même, des choses, quoi. Non, c'est pas une approche génétique. Ah bah si, quand même. Non, parce que pour moi, une approche génétique, c'est une approche scientifique appuyée sur la connaissance qu'on peut avoir de la socialisation, de la construction de la subjectivité, etc. C'est du génétique au sens comment dire, catégoriel du terme. Effectivement, il y a des catégories qu'on peut qualifier de génétiques, mais cette genèse-là, elle me semble abstraite au sens hegelien, c'est-à-dire au sens qu'il donne aux catégories qui n'ont pas encore été façonnées par l'histoire, qui sont encore embryonnaires et voilà. Mais moi, il me semble concrète. D'ailleurs, il y avait la logique concrète, c'était son ami. Parce que après le problème, nonobstant le fait que je ne vois pas une ombre d'expérience dans tout ça, je ne vois pas apparaître
le statut social du sujet dès la naissance, que je ne vois pas apparaître, par exemple, la dialectique du langage et de l'expérience très tôt. Quand je parle de langage, c'est pas le langage forcément symbolique, hein, c'est le langage des gestes déjà, le langage de bon, on ne peut pas apparaître tout ça, et puis pas dire qu'on va les faire apparaître, hein, il y a du travail à faire là-dessus, et il y a des gens qui travaillent d'ailleurs là-dessus. Autant je ne vois pas tout ça, mais à l'arrivée, tu arrives avec Kluskar à identifier un espace qui est prétendument matérialiste, où des catégories logiques, fonctionneraient et seraient isolables et renverraient à quelque chose qui, si ça n'est pas une transcendance, est peut-être une immanence, mais une immanence qui est quelque part antéprédicative. Ah, c'est antéprédicatif. Bon, il nous dit l'être devant la mort ou l'être pour la mort est aussi un être pour la vie, d'accord? Mais tout ça c'est très antéprédicatif, ça veut dire que nous sommes tous des êtres pour la mort et des êtres pour la vie, on est façonnés comme ça, on est formatés comme ça, et puis voilà. Oui, il n'avait rien contre l'antéprédicatif, hein, contrairement à ce que... il critiquait, si tu veux, le fait qu'Heidegger voit dans l'antéprédicatif un espace... L'usage cluskarnien de cette catégorisation, par rapport à l'antéprédicatif, chez Kluskar, moi, il me semble, hein, je partage beaucoup de ce qu'il dit sur l'antéprédicatif chez Kant, etc. Mais en même temps, il a un peu tendance à foutre dans la catégorie de théorie de l'antéprédicatif plein de choses, où c'est la nuit où tous les chats sont gris, et par exemple l'antéprédicatif chez Lacan, c'est le même combat sur le fond que l'antéprédicatif chez Kant. Il y a quand même des nuances. Je pense qu'il y a des nuances quand même. Et puis il y aurait un bon antéprédicatif, mais ce bon antéprédicatif pour moi, c'est pas un antéprédicatif, c'est l'histoire. C'est l'expérience concrète, c'est la praxis antéprédicative. C'est pas un antéprédicatif, au sens où on pourrait parler d'une préformatation objective, structurante de la subjectivité, du sujet, tout ce que vous voulez, ou de l'humanité, ou de l'humain, je sais pas. Ah, il ne le nie pas, ça c'est totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est d'accord avec moi. Mais le fait est, si tu veux, qu'il dénonce, si tu veux, le fait qu'il y ait un court-circuit, si tu veux, de l'histoire, finalement, de cet homme originel qui est l'homme abouti, finalement, enfin abouti, on va dire, voilà, d'un court-circuit de ce que lui appelle l'homme originel, et pour lequel il a fait peut-être une centaine de pages au début du bouquin, si tu veux. Donc je crois qu'on est toujours là-dedans, si tu veux. C'est qu'effectivement on a tendance à rabattre toutes ces périodes-là sur l'homme naturel, quoi, finalement, qui est au résultat de tout ça, quoi. Mais il est au résultat, mais c'est pas pour autant que les catégories qui ont permis son surgissement soient légitimes à être appliquées, si tu veux, à un stade qui lui est antérieur, quoi. Donc je pense que c'est là qu'il se situe dans la genèse de toutes ces concepts, de sujets, etc. Donc il les reprend de manière systémique, par la logique, et en ne faisant pas usage justement de catégories qui, elles, sont des catégories de la connaissance déjà constituée, qui s'est constituée par la praxis, mais qui ne peut pas rendre compte du procès de production. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Hein? Moi je suis d'accord. Non, c'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as raison, il faut pas... il fait ce qu'il dit de pas faire, quoi. C'est-à-dire que là, quand il se retrouve à parler d'être pour la mort, je veux dire désolé, une problématique moderne que tu essaies là, on est typiquement dans un processus marxiste qu'on appelle la réification. Ça veut dire qu'en fait, il prend un truc qui a une instantiation concrète à un moment donné, et par ignorance de l'abstraction qui génère
cet être pour la mort et que tu devrais du coup ramener à un état de la société, à ce que tu dis, des relations bien spécifiques, il se retrouve à le dropper aux origines de l'humanité. Et toi, évidemment, comme tu cherches le projet de production, tu es bien content d'avoir une catégorie qui t'aide à le penser. Faire ça, tu aurais été ce que Lénine désignait comme un faiseur de Dieu. C'est-à-dire que là, en fait, tu es en train sous prétexte de vouloir mettre à bas des concepts que tu estimes être hérités de la métaphysique ou d'une philosophie transcendantale, en fait, tu es en train d'aller, enfin, pas toi, hein, je veux dire, Kouskar est en train de remettre des transcendantaux. Mais non, justement, il chasse les transcendantaux. Mais il les chasse dans la parole. Je veux dire, si le déroulement de sa logique, c'est de faire si ce que tu lis dans le déroulement de sa logique, mais on a le même problème qu'avec Pagani, je veux dire, il voit pas ce qu'ils ont dans les yeux. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné... C'est-à-dire que c'est pas un... Enfin, moi j'aimerais bien que ce soit pas le cas, mais je suis bien obligé de le constater. Moi, ce que j'ai l'impression, si tu veux, là-dedans, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est que quand tu dis il a un traitement de la phénoménologie, il y a un traitement de la phylogénèse qui est très hegelien, avec des grandes catégories, avec des synthèses déjà préétablies, mais bon, qui a un joli récit, puis de l'autre côté, une conception de l'ontogénèse qui est plutôt d'obédience, phénoménologie et d'éthique. Moi je suis entièrement d'accord avec toi, et le problème c'est que justement, en fait, tu as l'impression que ce qu'il essaie de faire, c'est de ratifier un énoncé hegelien qui consiste à dire en gros l'être est tellement plein qu'il est complètement vide en gros, mais d'aboutir à ça, non pas par une analyse matérialiste et du déploiement des contradictions, mais d'une lecture husserlienne. En fait, on va revalider Hegel avec la phénoménologie husserlienne. Et donc du coup, c'est toujours pareil. Ça, quelque part, c'est pas une réconciliation entre Marx et Hegel, ça te fait un bon récit. C'est une réconciliation entre Marx et ça. C'est ça, ou Hegel et Sartre. Tout à fait. Ouais. Je crois qu'on est plus dans ce... Mais c'est peut-être générationnel aussi, je veux dire, Kouskar, c'est je pense, oui, ça fait partie. Enfin, c'est un moment c'est un moment de l'histoire du marxisme, Kouskar. Aussi. Oui. Non, je pense il n'a pas écrit que ça, il a écrit ça. Et il y a eu toute une phase de l'histoire de la marxologie française qui tournait autour de ces problématiques-là. C'est sûr. Il y en a peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. Sans doute d'ailleurs. Mais tu dis chasser l'antéprédicatif, partir à la chasse du transcendantal. C'est le projet aussi de Heidegger. Ça aboutit à quoi? Bah oui, c'est exactement ça. Tu dégages le christianisme, le rationalisme, le matérialisme. Oui, mais tu dégages aussi et ça aboutit. Non mais c'est vraiment ça en plus. Tu dégages la praxis aussi, quoi. Mais pas du tout. Ah bon? Bah non. Il parle de la co-histoire. Il parle du codicile de l'homme et de l'histoire, la technique, etc. L'histoire, avec Heidegger, comme l'histoire, la technique, etc. Il y a quand même un jugement, même là, axiologique, si tu veux. Mais non, c'est justement pas ça. Il veut épurer l'être de toutes ces déterminations rationnelles. Mais pour aller où? Pour retourner à une authenticité. Non, pas du tout. Une authenticité pas du tout. Ah bon, tu as pas lu Heidegger. Heidegger, il dit les marxistes n'ont rien compris à la praxis. La praxis, elle existe. Bien sûr. La praxis, c'est le commerce de l'homme avec le monde. C'est la relation, comment dire... c'est la donation. C'est le commerce de l'être avec le monde en ce qu'il révèle sur le rapport de l'être au sujet, au Dasein. Au sujet, au Dasein. Voilà. Donc, technique, tout ça, c'est de l'ontique. Oui. Parce que, quelque part, oui, si on regarde un rapport économique, il nous parle du rapport du Dasein à l'être en travaillant bien. Mais il ne nous en dit rien d'essentiel. Voilà. Ce qui va nous dire des choses essentielles, c'est la réduction idétique. Voilà. C'est la phénoménologie. Oui, c'est pas essentiel. Non, c'est le sujet. Voilà. Donc comment les gens vivent, comment ils bouffent, tout ça, c'est pas essentiel. Là, on est aux antipodes de Kouskar. Bien sûr. Aux antipodes. Donc moi, par exemple, par rapport au transcendantal. Je te dis ça parce qu'il y a parfois des gens avec des grands projets extrêmement rigoureux de réduction, enfin d'évacuation du transcendantalisme, qui aboutissent à la fin
à retomber sur des terrains qui sont des terrains où le transcendantalisme peut revenir en force. Et y compris, moi j'ai connu des heideggeriens chrétiens, c'était très intéressant de discuter avec eux. Parce que, quelque part, si tu vas au bout de Hegel, pour un chrétien, c'est une forme de théologie négative. C'est une forme de théologie négative, Heidegger. Non, mais là, il en est bien conscient, si tu veux, puisqu'il commence ce bouquin, il Tu ne commence... peux rien savoir de l'être, mais ça ne veut pas dire que l'être n'existe pas, puisque toi-même, tu es structuré pour étant l'étant qui a rapport à l'être. Donc, voilà. Non, mais il commence ce livre, si tu veux, par une imprécation contre Heidegger et Husserl, etc. Donc c'est bien qu'il voit l'impasse, si tu veux, dans laquelle on est aujourd'hui, et qu'il veut la dépasser, justement en intégrant les éléments du marxisme. Mais sur la partie... par rapport au transcendantal, hein, il y a un passage là, qui est assez éclairant, quoi, donc, où il dit, là, dans Critique du libéralisme libertaire, il n'y a pas de résidu transcendantal, résidu qui pourrait être un rien, une nuance, un je ne sais quoi, mais qui suffirait à glisser entre le réel et le rationnel ce petit hiatus par lequel la grâce pourrait intervenir dans un univers dont on croirait connaître toutes les déterminations. Connaissance qui serait rendue vaine par l'acheminement mystérieux de la transcendance. Il n'y a pas d'ailleurs, ailleurs au rapport de production, la chose en soi et la lutte des classes. Voilà. Bon, voilà, c'est clair. Hein, c'est très bien ça. Mais hein, c'est pas ce qu'il dit là-dedans. C'est très bien ce que tu viens de dire, mais c'est pas ce qu'il dit là-dedans. Oui, bah ça je pense que ça c'est pas, non, je suis pas d'accord. Ça s'intègre, et ça se complète, ça se supplémente. Je pense qu'on peut tout à fait avoir comment intégrer ces deux plans. Voilà. Il y a toujours un niveau, chez Kluskar, un niveau social et un niveau... dialectique, tu peux écarter jusqu'au... Et un niveau ontologique, voilà, je pense. Et là, il est clairement là, dans le niveau ontologique. Voilà. Comment les grandes figures de l'être social donc, apparaissent. Voilà, donc il se situe à ce niveau-là, et c'est pour ça que je dis que c'est plutôt du côté de l'homme originel qu'il est. Il se situe en amont de l'homme naturel. Et je pense pas que ce soit légitime de venir le réfuter avec les catégories qui ne sont pas encore constituées, quoi, qui se constitueront plus tard. Quoi. Il est justement là dans la constitution de ce qui va constituer ces catégories. Quoi. Donc on ne peut pas anachroniquement venir rétro-appliquer des catégories qui n'existent pas. Quoi. Qui n'existent pas et qui seront une conquête, toutes ces catégories-là, mais qui n'existent pas à ce moment-là. Donc il est bien obligé de manière systémique de construire un truc de l'intérieur par... en allant appliquer des catégories qui n'existent pas non plus. Laquelle Non, mais je veux dire l'être humain. Il les met tout en question, la finitude, le temps, l'intentionnalité, je veux dire, il va les chercher quand même très très loin, quoi, hein, toutes ces catégories-là. Il ne les fait pas venir de manière posée, de manière transcendantale sur le truc. Elles sont sorties carrément de la matière inorganique ou organique. Quoi. L'intentionnalité, oui, d'accord, ok. C'est quand même des... Où est-ce que tu vois dans ce texte qui fait sortir l'intentionnalité de la matière inorganique? Hein? Où est-ce que tu vois? Non, je dis de manière générale, dans le livre. Quoi. Bon, c'est vrai qu'il ne se sort pas un truc du chapeau, là, comme il dit, un truc qui viendrait... voilà, ce petit... une nuance, un je ne sais quoi, mais qui suffirait à glisser entre le réel et le rationnel, ce petit hiatus par lequel la grâce pourrait intervenir, justement, qui détruirait cette systémique immanente. Mais c'est pas parce que tu refuses un certain type de grâce que tu n'en mets pas une autre en route, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il parlait de théologie négative aussi, c'est que c'est pas parce que effectivement, il y a des philosophes qui... toute la scolastique, c'est un peu ça, quoi, hein, par exemple. Mais si toi, tu as une méthodologie qui te ramène à réifier un non-dieu qui est quand même un dieu, en fait,
t'auras pas avancé d'un pas, quoi. Bah, C'est un peu ça la source du nihilisme, d'ailleurs. où est-ce qu'il fait ça, Kafka? Je ne vois pas. Là, enfin, je sais pas, ou alors j'ai pas compris ce que j'ai lu. Mais je veux dire, bon, vas-y, continuez, je vais vous rechercher le truc, quoi. Bon. J'ai l'impression que tu veux pas voir ce que tu vois, quoi. Ah non, mais moi je lis ce que je lis, quoi. Bon, bah, je lis, et je lis, je regarde que ce que je lis, mais tout ce que je lis, quoi. Donc je le dis, ouais. Mais voilà, donc c'est... Ça me paraît être quand même un projet tout à fait intéressant pour justement dépasser l'aporie idéologique dans laquelle qui constitue le début du XXe siècle et le début de son bouquin, quoi. Toi, tu penses qu'il faut mettre de la logique à l'origine? C'est pas moi c'est lui qui dit ça. Oui, d'accord. Ok, Kluskar, toi tu es d'accord, du coup ça veut dire que tu es bien d'accord avec la lecture qu'on fait, c'est que tu penses que Kluskar essaie, en tout cas sa méthode consiste à mettre de la logique dès l'origine pour expliquer le déploiement. Absolument. Bon, et il reproduit en ça le projet hegelien. Et bah ça s'appelle de l'idéalisme. Non, d'ailleurs, parce qu'au contraire d'Hegel, il le rattache, aux découvertes de Marx sur la praxis. Mais enfin, quelle découverte de Marx là-dedans? Le fait que Kluskar n'arrête pas, au cours de ce bouquin, ce que je encore dans cette couverture, de dire que la praxis est la mesure de toute chose. C'est-à-dire qu'effectivement, là... La découverte de Marx, c'est pas juste une thèse sur Feuerbach, ou deux, si tu veux. D'après Lucien Sèvres, c'est la thèse 6. Il le dit plusieurs fois. Donc moi je dis que ça ne me paraît pas être la thèse 6, parce que justement, il fait l'économie de se référer à la thèse 2, qui me paraît, il n'y a pas de rapport social sans une praxis sur laquelle elle se fonde, quoi. Non mais Marx, quand il te parle, bon alors, on va essayer de venir sur ton terrain. Voir comment tu réagis. Si Marx n'est pas juste un type qui a fait ontologie du capital, mais que c'est un type qui prétend vouloir définir des catégories qui sont, on va dire, trans-époque, de sorte que tu puisses dire qu'il y a des choses que Marx dit aussi sur le féodalisme, sur des choses comme ça, etc. C'est quoi ce que Marx te dit, par exemple, et Engels reprend? C'est qu'il y a un truc qui s'appelle la propriété, quoi. La propriété, l'appropriation, l'échange, les surplus qui font que tu vends, que tu produis pour vendre, que tu accumules, que tu vois, ces trucs-là. Ça, c'est une compréhension matérialiste de la façon dont l'humanité se développe, quoi, tu vois. Et tu peux, dans ce cas-là, effectivement dire, bah oui, chez les chasseurs-cueilleurs, t'avais pas de propriété privée, la révolution néolithique, ça a introduit ça. Et d'ailleurs, il y a des historiens non marxistes qui seraient plutôt d'accord avec ça, d'un point de vue empirique, quoi. Donc ça, effectivement, faire ça, je pense que c'est intéressant, parce que ça te dresse une histoire de l'humanité. Mais c'est pas une ontologie. C'est quelque chose qui essaie justement de dérouler une logique dialectique de transformation des rapports sociaux. C'est une méthode qui est complètement différente de celle qui consiste à utiliser ce que tu dis, de prendre les concepts finitude, intentionnalité, temporalité, être pour la mort, etc., d'aller les mettre en amont de l'histoire, parce qu'on sait que l'homme est apparu à peu près à un moment donné, quoi, en gros, enfin apparu, qui finit par se constituer un truc qu'on appelle l'humanité, et puis d'aller après dire, ah ben voilà, moi j'ai augmenté Marx parce que j'ai fait une production du procès de production, quoi. Là, si tu veux faire ça, dans ce cas-là, il faut être Patrick Thor, ou un évolutionniste, ou un type qui étudie de façon matérialiste l'apparition de la conscience, par exemple. Il ne faut pas aller utiliser des problématiques qui sont celles de toute la bourgeoisie existentialiste, et puis aller dire on va en faire une axiomatique pour penser les catégories de la connaissance. C'est le contraire. Ah bah attends, justement, il ne prend pas les catégories du positivisme, etc. Non, justement, il essaie d'expliquer ces catégories, il essaie d'expliquer les erreurs de la connaissance de ces classes-là à partir de catégories. La statue de Condillac, à laquelle il réfère dans le Capitalisme de la séduction, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, c'est effectivement de dérouler de l'intérieur, de manière systémique, l'ensemble du process, quoi. Bon, voilà. Voilà, moi ce que ça me...
Enfin, je pense que Marx aurait adoré la phrase « La subjectivité est l'angoisse d'une finitude qui n'existe qu'à condition de mourir ». Je pense que ça aurait été mis dans l'idéologie allemande, dans la série numéro 1, Saint-Bruno. Ah bah oui, enfin, Il existera 150 ans plus tard des gens qui se trouvent marxistes. Je ne suis pas marxiste. Dans son approche, cette phrase est logique, quoi. Bon, effectivement. Elle est, puisqu'il dit que c'est l'angoisse qui constitue la subjectivité, donc effectivement, l'angoisse de la mort. Alors peut-être qu'on n'a pas la même notion de ce que c'est que l'angoisse, peut-être aussi. Là-dessus, il y a peut-être des mots sur lesquels il faut se mettre d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Michel. L'angoisse, elle n'est pas d'un truc qui est l'être pour la mort, elle naît de rapports sociaux, elle naît d'un rapport familial, elle naît d'un rapport avec les autres gamins à la crèche, ils sont pas pareils, il y en a un qui te vole ton truc, tout s'effondre pour toi. On était bien d'accord que là, lorsqu'il appelle... T'es angoissé avant d'aller en interro à l'école parce que t'as peur de te faire défoncer ta gueule en rentrant à la maison par ta maman qui pourra pas te payer de privé si tu réussis pas à faire d'études. Je veux dire, il y a un moment donné, ou alors même du symbolique. T'as peur de tes parents, quoi. Mais je veux dire... Mais là tu te situes... Mais c'est pas rien, quoi. Tu te situes dans un niveau qu'il pointe comme relevant de l'homme qu'il dit naturel. C'est besoin de l'homme synthétique, là, en l'occurrence. Synthétique, ouais. Ah bah, c'est pas pareil, mais donc, et là, c'est pas à ce niveau-là, encore une fois, qu'il se situe. Quoi. Alors, la question, du coup, c'est pourquoi cherche-t-il un fondement à l'angoisse en amont? Pourquoi s'interdirait-il de Pourquoi s'interdirait-il de chercher un fondement à l'angoisse en amont? Mais est-ce que tu t'intéresserais à l'angoisse des coléoptères, quoi? C'est intéressant, si tu veux, de connaître, à mon avis. Non, parce que tu peux aussi... C'est intéressant quand tu as une certaine velléité de vouloir intervenir au niveau social, il est intéressant de connaître les prémices de l'être social, quoi. Ah d'accord, donc il y a les... Ah d'accord, ok. Si ces prémices-là, elles font intervenir ce qui... Donc en gros, la mère religieuse, elle coupe la tête de son mari après... C'est pas social. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les origines de ce que c'est que la religion féministe, quoi. Oh, c'est un petit peu pareil, faut dire ça. Non, mais non, c'est un peu ce que tu dis. L'ordre religieux, c'est pas un être social. Bon, alors, je sais pas, dans les Lyonnes, il y a l'origine de Clémentine Autain, quoi. Enfin, là, on en est là, quoi. Non, je vois pas pourquoi il s'interdit. Je vois pas pourquoi il s'interdit. Pas pensé à celle-là. Ah bah attends. Pourquoi s'interdirait-il de penser la genèse de l'homme et on peut penser qu'effectivement des mauvaises interprétations de ces stades qu'il appelle hommes originels peuvent induire en aval des totales dysfonctionnements au niveau social, quoi. Donc c'est possible aussi, si tu veux, qu'une réinterprétation quand même exhaustive, si tu veux, de ces trucs-là, amène peut-être à avoir un point de vue plus juste sur des problématiques qui relèvent du social. Je pense que c'est de toute façon, ils sont tous allants, quoi. Bon, Heidegger, qu'est-ce qu'il fait d'autre quand il dit que... Non, mais tu l'as déjà lu, Heidegger? Vaguement, un petit peu, oui, un petit peu. Non, c'est pour savoir, parce que sinon on parle de choses... Moi, je l'ai pas énormément lu, mais j'ai lu un petit peu, j'ai un peu lu dedans bien comme il fallait, parce que j'avais une prof en école d'ingé qui était une grande heideggerienne, qui était passionnée par lui, qui disait « Mais oui, mais vous comprenez, il a des renazistes parce qu'il allait pas bien, tout ça. » On lisait ça, et puis elle essayait de... Et puis du coup, bon, j'ai un peu mis le nez dedans, quoi. Donc c'est pour ça que je te parle. Oui. Non, enfin, la vie est courte, il ne faut pas trop... Qui m'expliquait d'ailleurs que Marx, pour dire à quel point elle était heideggerienne, elle m'expliquait d'ailleurs, parce qu'elle était allemande, donc elle était vraiment heideggerienne bien germaniste, quoi, qui montrait les mots, il faut comprendre, il faut dire ce mot-là et pas l'autre, voilà. Chez Hegel, chez Heidegger, ça ne veut pas dire la même chose, ce qui est vrai. Puis une fois, elle m'avait dit, Marx avait dit, il faut que le lumpenprolétariat fasse la révolution, ou sinon ce sera la merde du monde. La merde. Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai compris qu'elle n'avait pas lu grand-chose à Marx, donc je me suis dit, oui, alors là, effectivement, à ce rythme-là, mais bon, au moins, elle connaissait Heidegger, quoi. Faut lire Heidegger. Faut lire, c'est hyper... c'est la genèse de toute la pensée de Derrida, de Deleuze et tout, hein, je veux dire. C'est fondamental. C'est pas une sinécure, mais c'est fondamental. Ouais. Mais Faudrait le Tusser aussi. Je crois qu'on est arrivé à un point où
on s'interroge sur le sens même du titre du bouquin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi déjà le titre du bouquin? C'était Fondement ontologique du marxisme. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue marxiste, que signifie le projet ontologique? Est-ce qu'on peut donner un sens marxiste à un projet ontologique? À la décharge de Kouskar, je dois avouer que le titre n'est pas de Kouskar. Le sous-titre n'est pas de Kouskar, mais de moi, quoi. Ah, voilà. Elle est tellement belle, celle-là. Ça, c'est une... Mais je pense que tu l'as bien traduit. Il est fidèle. À la décharge de Kouskar, c'est moi qui ai... sur toute la foutille, mais le sous-titre est de moi. Et le titre même, il voulait appeler... enfin, il y a eu plusieurs phases. Mais il y a eu la philosophie... Moi, je pense qu'il y a un projet ontologique. La philosophie de la praxis, d'abord. Ensuite, il a voulu l'appeler l'être, la praxis, le sujet. Bon, c'est vrai que pour des raisons là, purement éditoriales, on a pensé que c'était pas très sexy, quoi, l'être, la praxis, le sujet, et qu'il fallait peut-être quelque chose d'un peu plus relevé. Voilà, les chemins de la praxis, bon, c'est les chemins de la... Voilà, puis en plus, c'est la phénoménologie de la praxis. Non, mais les chemins de la praxis, c'est en référence au chemin qui mène nulle part. Voilà, non, au les chemin de la liberté. c'est Au chemin de la des liberté. chemins de fer. Il n'y a pas d'aléatoire dans tout ça. Il y avait même un autre truc encore plus fort, c'était les chemins du fer. Tu vois, Du fer, oui. les chemins du fer, c'est pas mal, quoi. Voilà, il y avait plusieurs entrées, quoi. Donc, restons sérieux. Mais néanmoins... Là, c'est du marxisme étant gros chaud, là. Néanmoins, à la décharge de Kouskar, je dois avouer que le sous-titre est de l'éditeur. Mais je ne pense pas qu'il soit immérité, quoi. Enfin, inapproprié. Ah non, Non, mais on ne dit pas forcément ça. Hein. Très juste. Ça correspond à ce que fait Kouskar là-dedans. Bien sûr. C'est ce qu'il tente de faire. Après, c'est juste qu'on n'est pas forcément d'accord avec la C'est ça, c'est le but de ces ateliers. Moi, je me pose la question de... Enfin, je sais pas. Je relisais un bout de néofascisme et de l'idéologie du désir, là, et... T'as l'impression que c'est deux auteurs différents. Ouais. C'est vraiment sidérant. Ah oui. Non, mais attends, c'est hallucinant. Enfin, je sais pas, ils l'ont transformé ou... Non, mais non, parce que tu lis la deuxième partie, si tu veux, d'être le code, la génétique, le sujet, c'est quand même quelque chose qui a d'énormes points communs avec ce texte-là. D'ailleurs, il y a même des répétitions, quoi. Non, mais attends, c'est ancré dans l'analyse des rites de la bourgeoisie de robe. Non, je te parle pas de la partie 1, de la partie 3, mais de la partie 2. Ah oui, d'accord. La génétique du sujet, qu'on a repris, et nous, on renomme tout, quoi. La production de l'individu. Voilà. Si j'étais jeune et beau, je me lancerais dans une analyse historique des projets ontologiques chez les marxistes. Ouais. Ça serait intéressant. Il y a, dans matérialisme et empiriocriticisme, il y a sous-jacent un discours ontologique, mais pas au sens métaphysique, justement. Mais quelque part, le réel, il est accessible, sa connaissance est inépuisable. Il y a un discours sur le réel, sur l'existant, sur le réel. Tu vois, il y a une théorie du réel, je trouve. Ou peut-être une théorie de la connaissance. Non, parce que par exemple, Kouskar, quand il parle du travail, justement le fait de vouloir penser le procès de production du procès de production, moi je vois ça un petit peu comme une espèce de modélisation où en gros il y aurait un aspect générateur finalement de toutes les catégories initiales qui du coup te dirait l'histoire, voilà, je te déploie l'histoire, quoi. T'as le procès de production de telle époque, enfin t'as tel mode de production, tel mode de production, tel mode de production, et puis du coup il y aurait une espèce de truc au-dessus qui en fait te met le début, puis après organise le passage d'un mode de production à un autre, et du coup, et le problème c'est que si tu es matérialiste, ça se passe pas comme ça, quoi. Et du coup justement le problème c'est que, en accord avec ce que tu disais tout à l'heure, lui comme il cherche une organisation, parce que c'est ça sa logique, sa pré-logique en fait, il cherche des catégories qui se veulent en amont justement de tout ça, quoi. Intentionnalité, finitude, etc. Ce que tu qualifies comme étant chez l'homme originel, pour justement ne pas tomber dans les erreurs que feraient
ceux qui l'attaquent, qui confondent homme naturel, homme originel, qui font pas cette différence-là, quoi. Le problème, c'est que c'est souvent la question que Fabien pose, parce que c'est son sujet de thèse, le travail dans tout ça, quoi. Le procès de production. Si tu parles du travail et que tu en parles de façon transhistorique, ça pose des gros problèmes. Parce que ça veut dire que dans ces cas-là, tu tiens pas compte de l'évolution des techniques, tu tiens pas compte de la façon dont l'évolution des techniques redétermine toutes les catégories d'économie politique, c'est-à-dire la distribution. Et ça veut dire également, la production évidemment, parce que c'est une méthode de production, mais je veux dire, ça te fait changer aussi bien la distribution, l'échange, que le mode de consommation. Ça fait que parfois, à certaines époques, comme à la nôtre, typiquement, le caractère dialectique, alors là vraiment accompli, si tu veux. C'est-à-dire l'aide qu'argent son concept, c'est que là, il y a du tout, la consommation, c'est clairement la production, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus uniquement de dire que quand tu consommes, tu produis ton corps, des choses comme ça, c'est que des fois, il y a une motricité complètement intégrée, systémique. Par exemple, dans l'informatique, ça fonctionne un petit peu comme ça, un peu calé sur le sujet. Et là, si tu veux, tu ne peux pas comparer ça avec un mécanisme de reproduction qui était celui du capitalisme à ses débuts, où tu avais des filatures de 40 personnes, ou même dans l'artisanat industriel. Ça n'a plus rien à voir. Et quand je dis que ça n'a plus rien à voir, c'est que tu as véritablement eu un saut. Alors là, un saut de la quantité à la qualité, mais qui n'est pas un saut ontologique, c'est qu'il y a un effet de rupture, si tu veux, qui fait que c'est plus pareil. Ça a changé de nature, quoi. Le travail change de nature. Et si tu ne fais pas cette étude à chaque époque, et que tu ne détermines pas ton sujet, et que sur un sujet particulier, tu peux faire une ontologie, mais si tu ne le détermines pas, et que tu essaies de faire une ontologie qui soit globale, alors là, pour moi, tu vas tout dire sans rien dire. C'est-à-dire que là, c'est pas le problème. C'est pas très juste par rapport à Kouskar, parce qu'il fait suffisamment mention et appel au temps dans ce bouquin-là, mais de façon abstraite. Et dans l'histoire de manière tout à fait non abstraite, dans les code, avec l'édit de la Paulette, la pénalité des charges, ou avant le fait que effectivement le fief, la tenure, la manche, tout ça c'est bien des trucs d'exploitation du territoire pour constituer l'agriculture à partir d'un territoire qui était couvert par les forêts, par exemple. Donc il y a effectivement, il intègre à chaque moment. Alors peut-être pas, ce qui est sûr, c'est que Kouskar ne va jamais faire une étude très profonde avec des archives, mais il ne pourrait pas le faire. Balayant aussi large qu'il balaye, il ne peut pas se permettre de descendre très profond. C'est vrai que ça peut donner une impression de non-accomplissement de son truc, mais à d'autres de le faire. Moi, par exemple, dans le capitalisme de la séduction, tu peux également formuler ce genre de truc. C'est jamais étayé par aucune documentation, etc. Par contre, il y en a d'autres qui l'ont fait après. Je pense au nouvel esprit du capitalisme, Boltanski, Tchaprello,